Bonjour à tous, donc, je suis le docteur Louis Vera, je suis venu vous parler des troubles déficitaires de l'attention. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec le diapotest, vous allez comprendre. Donc, je ne savais pas trop quel public j'aurais, du coup je me suis dit qu'on allait faire un petit débrief sur les symptômes du trouble déficitaire de l'attention. En premier, vous avez l'inattention. Souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails, ou fait des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités. Souvent, a du mal à soutenir son attention au travail, semble ne pas écouter quand on lui parle personnellement. Alors ça, au cas où vous en soyez pas rendu compte, c'était la diapotest. Et, alors, on va revenir en arrière. Il est sérieux, cousin, moi je suis un Mac. J'aimerais que ceux qui ont décroché pendant la première diapo se dénoncent. Voilà. Cette diapotest, elle sert à une chose et une seule, c'est vous dire comment fonctionne l'attention. Parce que l'attention, c'est pas ce qu'on dit toujours. Quand on regarde sur Internet, finalement, on a l'impression que l'attention, c'est une fonction un peu comme un interrupteur. Je me concentre ou je ne me concentre pas. Quand on parle de trouble déficitaire de l'attention, déjà, je n'ai pas le terme. Moi, je parle de trouble dysfonctionnel de l'attention, parce qu'on n'arrive pas à régler son attention comme il faudrait. On a l'impression vraiment que ça va être concentré, pas concentré, et qu'il n'y a pas d'autre alternative. En fait, ce qui s'est passé quand je vous ai passé la diapo précédente, c'est que votre cerveau a fait un calcul. Vous avez regardé les 125 lignes de symptômes et vous vous êtes dit « Oh mince, il est sérieux 125 lignes de symptômes ?» En plus, je me suis retourné, j'ai commencé à lire. Comme ça. Et là, vous vous êtes dit « Il est venu, il n'est même pas préparé. Il ne connaît pas ses diapos. Il va nous les lire. » Non, mais on pouvait le faire tout seul. Votre cerveau a fait ce calcul en un quart de seconde. Même pas. Il s'est demandé, est-ce qu'en plus ça va être long? On vous a dit 1h30. Hein. Et là, votre cerveau s'est dit 1h30 à lire des diapos qu'on n'arrive même pas à voir. On est d'accord? C'est plus petit. Ça va être chaud, hein? Alors du coup, vos yeux ont défilé rapidement, vous êtes arrivé en bas et vous vous êtes dit, en plus ça a l'air compliqué le truc, il y a des parenthèses dans tous les sens. Ça va pas l'air simple. Ça, c'est votre économe. Votre économe, il regarde et il se demande combien ça va coûter cette histoire-là. De le suivre pendant 1h30 jusqu'au bout. Et à côté de ça, vous avez votre boîte noire. Votre cerveau, il a une boîte noire. Comme dans les Boeing 747 qui s'écrasent régulièrement. Et cette boîte noire-là, elle sait exactement combien vous coûte une tâche. Votre boîte noire, elle sait combien vous coûte de remplir votre déclaration d'impôt. C'est pour ça que maintenant il y a le prélèvement à la source. Il y avait trop de gens là-bas. Votre boîte noire, elle sait pour vos enfants combien ça va coûter d'apprendre une poésie. Combien ça va coûter au cerveau de faire un exote-match. Et elle discute en permanence avec l'économe qui a une fonction, vous faire économiser de l'énergie. Bon, il y en a 20 qui se sont dénoncés là, qui ont dit on a décroché. Ils ont un cerveau qui est plutôt bien fichu. Hein. Ils se sont dit on va économiser de l'énergie dès le départ et si après il y a un truc intéressant, on commencera à suivre. C'est ça l'attention. L'attention, c'est un calcul permanent entre votre économe et votre boîte noire. Et les enfants font ça tout le temps à l'école. C'est pour ça que les 10, forcément, ils ont du mal à se concentrer. Quand vous leur demandez de lire un texte, il ne faut pas s'étonner qu'ils aient du mal à se concentrer, qu'ils décrochent au bout du livre. Leur cerveau a dit « Non, non, ça va être compliqué ton histoire. » Alors, je vous ai dit, je n'aime pas parler du TDAH. Alors, je ne vous ai pas encore dit, mais je n'aime pas parler d'hyperactivité non plus. Il y a plusieurs raisons pour ça. Moi, je ne parle pas de trouble déficitaire de l'attention, mais plutôt de trouble dysfonctionnel de l'attention. Il n'y a pas de manque d'attention chez les jeunes que je vois en consultation. Il n'y a pas de manque d'attention chez les jeunes que certains d'entre vous ont en salle de classe et qui ont du mal à se concentrer. C'est une difficulté à rester concentré. Je ne parle pas d'hyperactivité parce que vous me voyez bouger depuis tout à l'heure. Bouger, ça fait partie de la vie. Et on n'a pas d'échelle qui
qui permettent de dire à partir de quel moment c'est trop bougé, ou pour les ados qui sont scotchés sur leur canapé, c'est pas assez bougé. Tout ça c'est subjectif. Donc je ne parlerai jamais d'hyperactivité, vous ne verrez pas dans les diapos suivantes de H. Parce que pour moi, le H, 1, il est connoté péjorativement. 2, le H, souvent, quand on dit tel gamin est hyperactif, en fait on est en train de parler de trouble du comportement, on est en train de parler de trouble positionnel avec provocation, et pas du gamin juste agité. Donc pour toutes ces raisons-là, vous ne m'entendrez jamais parler d'hyperactif, parce que en plus, en fait, chez les enfants qui ont du mal à se concentrer, le fait de bouger, ça leur permet de réveiller la mécanique cérébrale et de mieux se concentrer. Donc c'est un petit peu un non-sens pour moi de parler d'hyperactivité, et je ne mettrai jamais de H. Ce que je voudrais à la place, c'est vous présenter ma vision des troubles de l'attention, qui est une vision assez particulière. Alors c'est ChatGPT, je crois, qui a fait cette diapo, parce que je l'attendais pas par cœur. Là j'en ai perdu 10. Alors ce que je vous disais, l'attention n'est pas une fonction on-off. Et c'est en fait la résultante du fonctionnement harmonieux de notre cerveau. Ce que vous devez comprendre, c'est que se concentrer sur une tâche, ça implique plusieurs fonctions du cerveau. C'est pour ça qu'en fait, quand on fait tout plein d'études en imagerie, à chaque fois on trouve une nouvelle zone qui est responsable de l'attention. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé un petit peu ce qui se fait, mais vous avez à peu près toutes les zones du cerveau qui ont été détectées comme étant responsables de notre attention. C'est parce que se concentrer sur une tâche, c'est la résultante du fonctionnement harmonieux de plusieurs fonctions cognitives. Et en fonction de la tâche qu'on se donne, ça ne va pas être la même attention. Enfin, les mêmes fonctions qui sont impliquées. Ah mais je crois que j'ai fait... Ah voilà, j'ai fait un double copier-coller, c'est pour ça que je me suis dit que ChatGPT avait fait la diapo à ma place. N'importe quoi, je vais être fatigué hier soir quand j'ai fait mon copier-coller. Les enfants qui ont un trouble de l'attention se laissent distraire. Et en fait, il y a 3 types de distraction. Le premier type de distraction, c'est la distraction externe. Au fond de la salle, là, vous avez 40 personnes qui sont en train de parler. Ça, c'est une distraction externe. Si par moment, vous vous laissez déconcentrer, c'est normal. Qu'est-ce qui fait le jeune qui a un trouble de l'attention? Dès qu'il y a un événement, il va regarder ce qui se passe, comme beaucoup d'entre nous. Sauf que, si au fond de la classe, il y a un stylo friction turquoise qui tombe, vous allez avoir 5 personnes qui vont regarder. Mais le TDA, il va faire... friction turquoise. J'avais un friction turquoise, moi, il y a 2 ans. Je l'ai perdu. Oh là là, maman, elle n'a jamais voulu m'en racheter. Elle disait, de toute façon, c'est une couleur spéciale. Et puis, les profs, ils n'aiment pas le turquoise. Elle n'a même pas acheté de cadeau d'anniversaire, cette année non plus. Et pourtant, il faut que j'en choisisse un pour Pierrot pour la semaine prochaine. C'est pas possible. 10 minutes. Ils se sont passés 10 minutes parce qu'il y a eu un événement extérieur qui est venu le distraire. Le gamin qui n'a pas trop de l'attention, le stylo tombe, il fait friction turquoise. Ramasse. Il retourne sur le cours. L'autre, il est parti du neuf, hein. C'est incroyable. Deuxième type de distraction, ça, c'est un peu plus fréquent, c'est la saturation. Il y a trop d'informations. Ça dépend de ce dont on parlera après, qui est la mémoire de travail. J'ai dit tout à l'heure, c'est quoi ce PC? Moi, je suis pas mal, j'y arrive pas, avec machin. Pour une bonne raison, c'est que les PC, ça plante souvent. Pourquoi ça plante? À cause de leur mémoire. Nous, on plante un peu de la même manière. Quand notre mémoire immédiate, je reviendrai sur cette notion après, est saturée, quand il y a eu trop d'infos, au bout d'un moment, ça fait... Hop. C'est le gamin à qui vous expliquez une notion nouvelle en mathématiques. Le théorème de Pythagore, on voit qu'il s'excite au premier rang, on se détend. Le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, le gamin doit s'imaginer ce que c'est qu'un triangle rectangle. On sait que le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. C'est quoi ce truc-là? Attends, l'hypothèse quoi? Ok. Pythagore a dit que la somme des carrés des côtés adjacents à l'angle droit. Il est sérieux? Il a combien de mots plus 3 syllabes dans sa phrase là?
c'est égal au carré de l'hypoténuse. Tu l'as perdu. Le cerveau est saturé par trop d'informations. Je décroche. Et le troisième type de décrochage attentionnel, c'est le mode économie d'énergie. C'est le mode première diapo. Il y a trop d'infos, ça va être long, ça va être relou. Je décroche. Économie d'énergie. Ça sont les pièges pour nos jeunes qui ont des difficultés d'attention. Pour ceux qui aiment lire sur Internet, qu'est-ce qu'on dit des troubles dysfonctionnels de l'attention, du TDA? On dit que c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, grosso modo, il y a le cerveau qui a bugué pendant le développement. Mon petit robot, là, il est dans mon bureau tous les jours, et je dis une chose aux parents que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. Si vous retenez qu'une chose, autant que ce soit celle-là. Hein. C'est que les robots sont tous faits de la même manière. Les PC de cette série, ils ont tous été fabriqués de la même manière. Il y en a un sur 200 peut-être qui est pété dès que vous le sortez de l'emballage, qui ne fonctionnera pas. Celui-là, on le renvoie les vides. Ok. Mais nous, les êtres humains, on n'est pas fabriqués en série sur des chaînes d'usinage. Il paraît même, qu'on est riche de notre diversité. Les parents qui ont 2 ou 3 enfants, dénoncez-vous, il y en a combien? Est-ce que vous les avez fabriqués à la chaîne? J'espère pas, hein, parce que sinon, ça a dû être coton, autant pour l'accouchement que pour le reste. Ça se fabrique pas à la chaîne, et on est d'accord. Ceux qui ont plus d'un enfant se rendent bien compte que, élevés de la même manière, avec les mêmes parents, dans les mêmes conditions, ils sont tous différents. Devinez quoi? Pour l'attention, c'est la même chose. On a tous une attention différente. Il y a des personnes qui peuvent se concentrer pendant 3 heures de suite. Bon, au bout d'un moment, il y a la saturation quand même. Hein. Et des personnes qui peuvent se concentrer pendant 5 minutes de suite. Et ça va varier en fonction de la tâche. Le gamin qui peut se concentrer pendant 5 minutes sur des maths, il pourra très bien se concentrer pendant 2 heures sur des Legos. Soyez pas surpris quand on vous dit il y a un trouble de l'attention et qu'en fait vous voyez votre gamin jouer pendant 3 heures à la PlayStation sur FIFA. C'est pas le même type d'attention. Et certains, par contre, vont pas jouer 3 heures à FIFA. Moi, je suis incapable de jouer 3 heures à FIFA. Par contre, vous me filez un bouquin, je serais heureux. Et je me concentrerai à 3 heures. C'est peut-être parce que je suis nul à FIFA. Bon. Mais retenez une chose, on a tous une attention différente. Et c'est normal que certains se concentrent plus ou moins longtemps. Et pour moi, c'est pas un trouble du développement du cerveau. Ils sont aussi, pardon pour le terme, normaux que les autres. Les jeunes qui ont des difficultés d'attention. C'est sérieux? Ah, ok. Difficultés d'attention. Ce que vous devez retenir, en fait, c'est que ces jeunes qui ont des difficultés d'attention, en fait, ils sont... Ouais, c'est des vieux trucs d'iPhone. On a qui se demande au premier rang. Au début, première série d'iPhone, vous aviez la barre d'énergie qui était comme ça. Grosso modo, la difficulté d'attention sont des enfants qui sont fatigables, en fait. Ce ne sont pas des enfants, je vous disais tout à l'heure, l'attention, c'est pas on-off. Ce ne sont pas des enfants qui vont se concentrer ou pas se concentrer, ce sont des enfants qui vont fatiguer plus ou moins vite en fonction de la tâche. On en parlera tout à l'heure, elle est là à l'articulation avec les troubles 10, en fait. Ces enfants-là, quand ils ont un trouble 10, vont fatiguer plus rapidement quand on leur demande de faire quelque chose qui est compliqué pour eux. Le gamin qui a une dysgraphie, vous lui demandez de copier une poésie en entier, au bout de 5 minutes, il va dire « Ah, c'est bon, j'ai mal au poignet. » Ça, c'est visible. Le gamin qui a une dyslexie, au bout de 10 lignes, il va décrocher. C'est beaucoup moins visible, mais ce sera normal. Donc c'est ça que je veux que vous gardiez en tête aussi. Ce ne sont pas des enfants qui ne peuvent pas se concentrer. Ce sont des enfants qui sont fatigables, qui vont se déconcentrer plus rapidement. J'aime bien cette photo. Les deux pépères, c'est l'exemple parfait des troubles de l'attention que vous avez à la maison. C'est les parents qui disent « J'envoie mon gamin s'habiller, et en fait je le retrouve avec un caleçon, une chaussette, il a pris une cuillère de céréales, et il est en train de jouer avec ses Legos dans le couloir. Et je deviens dingue. » Voilà, ça c'est nos deux compères. On voit pas très bien, hein.
Bon, vous avez un compère qui a une jambe dans le pantalon, et l'autre on ne sait pas où, et qui visiblement est en train de regarder quelque chose qui n'a rien à voir avec le public, et l'autre qui a mis une jambe dans le pantalon, une chaussette, et qui n'a pas la deuxième chaussette. C'est ça les troubles déficitaires de l'attention. Ah, déficitaires. Bon, c'est ça les troubles déficitaires. Voilà, les fonctionnels de l'attention. C'est des gamins qui se laissent distraire rapidement. Il n'y a pas que le friction turquoise. Quand vous leur donnez une tâche, ils vont partir le faire. Après, je vais mettre tout bon, ils vont partir faire la tâche. Et au bout d'un moment, c'est tiens, qu'est-ce que je suis allé faire? Vous avez tous vécu ça. J'arrive dans la cuisine. Qu'est-ce que je fais là? Je suis venu chercher ça. Bon, pour pas avoir la crevette, je vais prendre le pot du terrain, parce que c'est souvent le pot du terrain. Et vous me demandez, c'est quoi ce truc-là? Eux, ça leur arrive tout le temps. Les jeunes qui ont des difficultés d'attention, c'est hein? Tu m'as envoyé m'habiller? Quoi? On part pour l'école dans 2 minutes? Oh, je suis pas prêt, moi. Vraiment, tranquille, hein? Ils se laissent distraire. C'est ce qui rend les parents dingues. Bon, j'ai mis un peu de vivant, là. Parce que quand je veux poser un diagnostic, je demande toujours aux enseignants de me faire un petit débrief. Et ça, franchement, ça résume le jeune qui a un problème d'attention en classe. Je vais dire avec vous parce que c'est un brief que j'ai screenshoté il y a quelques années déjà. Mis à part quelques séjours sur Pluton, j'aime bien, c'est une poète la maîtresse quand même, hein, qui sont de moins en moins fréquents. Grosso modo, il se laisse distraire, il est dans la Lune, mais comme je lui gueule dessus assez régulièrement, il dit qu'il vaut mieux pas trop aller sur Pluton, donc de moins en moins fréquent, au retour desquels je dois veiller à lui réexpliquer certaines notions ou lui dire ce qu'il faut faire. C'est des gamins qui n'entendent jamais la consigne. Donc à la maison, c'est hey, pépère, tu vas t'habiller entre 4 yeux, hein, parce que sinon, si vous dites va t'habiller, c'est paumé. Hein. Donc c'est des gamins à qui il faut régulièrement répéter la consigne et il faut être derrière eux. Donc quand les parents me disent je lui dis de s'habiller le matin, de se préparer, de prendre son petit déjeuner, la routine elle est écrite, il le fait pas, je gueule. Je leur dis bah c'est vous qui faut engueuler. Vous me dites qu'il se laisse distraire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le prend par la main, on l'accompagne. Et on fait les choses avec lui. Comme les enseignants. Les enseignants, ils sont derrière eux. J'espère seulement qu'il est conscient de ce moment d'absence. Il avait 8 ans, le père, il n'était pas conscient de ce moment d'absence. Sauf quand la maîtresse lui disait est-ce qu'on revient là? Ah, ça aussi, c'est le genre de retour qu'on a des enseignants qui sont assez sympas. Jules a bien commencé l'année, mais depuis décembre. Fatigabilité. N'oubliez pas une chose non plus. Fatigabilité, c'est pas forcément immédiat, c'est pas forcément instantané, c'est pas forcément la première diapo comme les 15 qui ont osé se dénoncer. Ça peut être aussi au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines. Et donc en décembre, à la fin du premier trimestre, il est plus concerné par les échanges. C'est pas qu'il n'est pas concerné, hein, c'est juste qu'il est fatigué et il décroche. Ce sont des gamins qui ont du mal à se mettre en route tout seuls. Ils se laissent distraire et ils ont du mal à se mettre en route tout seuls. La mise au travail est compliquée. Les enseignants vous disent, je dois mettre derrière lui, taper sur l'épaule et lui dire vas-y commence. Il sort ses affaires avec difficulté. Grosso modo, quand je leur demande, ils me disent bah, en fait, je m'installe dans la salle de classe et puis au bout d'un moment, il y a un blanc. Au bout d'un moment, je me rends compte que les autres, ils ont sorti leurs affaires, ils ont commencé à travailler. Et ça t'arrive en éval? Ah oui, tout le temps. La maîtresse, elle donne les copies, je commence à lire la consigne, et puis au bout d'un moment, je me rends compte qu'ils ont tous commencé à gratter. Et il s'est passé une demi-heure. Bah, du coup, je me grouille. Hein. Il faut être à côté de lui pour qu'il commence un exercice. Il copie la leçon, mais après plusieurs rappels, il n'est plus concentré sur le cours. C'est ça les difficultés d'attention. Alors, j'aime bien les images. Donc la prochaine, je trouve qu'elle est très parlante. Les jeunes, ils ne connaissent pas. Les moins jeunes, mais sympathiquement jeunes comme moi, ils connaissent. Pierre Richard dans La Chèvre. Si vous voulez un exemple de trouble de l'attention, c'est Pierre Richard dans La Chèvre. C'est je vois pas le panneau sens interdit et bam, je mange l'ascenseur. Vous me croirez si vous voulez, mais ça m'arrive tout le temps au cabinet. Pas à moi. Les patients, je les raccompagne à la porte. Il y a un ascenseur avec une porte vitrée.
et puis les deux petites portes qui sont sur le côté. Il y en a combien qui disent « Au revoir docteur » et bam, ils se prennent la porte vitrée. Attention aux détails. Le gamin est arrivé, il a pris l'ascenseur en montant. Après 1h30 d'essorage, comme dit, il est épuisé. Et puis en repartant, c'est hop, je me prends la porte d'ascenseur. Ce sont des gamins qui ont du mal à prêter attention aux détails. Pas que pour les consignes, hein, aussi pour ce genre de choses. Mon vrai exemple de trouble de l'attention dans la vie, c'est lui. Il y a un deuxième versant au trouble de l'attention, c'est l'impulsivité. Mais alors là, j'aimerais qu'on se comprenne. C'est pas l'impulsivité, je tape sur les copains. C'est pas l'impulsivité, j'insulte la maîtresse. C'est pas l'impulsivité, j'insulte les copains. C'est pas ça. L'impulsivité chez un jeune qui a des difficultés d'attention. L'impulsivité, j'insulte la maîtresse, je tape sur les copains, je réponds aux parents. Ça s'appelle un trouble oppositionnel avec provocation. Ils viennent à chaque fois adresser pour hyperactivité. Non. L'impulsivité chez les TDA, c'est toujours une chose. Les TDA, ils sont gentils. Bon, les troubles oppositionnels aussi, c'est juste qu'ils sont relous. Et les TDA, ils sont gentils. Donc en fait, leur impulsivité, c'est j'ai lu un petit bout de consigne, n'oubliez pas l'économe de tout à l'heure. Mon cerveau sait que lire la consigne jusqu'au bout, ça va être chaud. Donc en fait, je lis un petit bout de consigne, ah ouais, j'ai compris, ouais, Pythagore, ouais. Donc 2 plus 2 égale 6, ok, pas de souci. On se lance, et ça, c'est ce qu'on appelle l'impulsivité cognitive. C'est des gamins qui n'ont jamais le temps d'attendre. Et quand on est en train de parler avec leurs parents, ils ont une idée qui leur vient en tête, le cerveau est bien fait. Ils savent qu'il faut oublier ce qu'ils veulent dire. Ils le savent très bien. Donc en fait, grosso modo, ils sont là. Pendant que je suis en train de parler avec les parents. J'ai envie de l'écouter à l'école. Et quand toi, on va donner la parole, tu pas besoin de lever la main. Mais en classe, ils font même pas ça. Ils font c'est Pythagore. La réponse. Sans avoir attendu la fin de la question. Hein. Donc grosso modo, une fois sur deux, ils sont plantés pour la réponse. C'est ça l'impulsivité. À ne pas confondre avec un trouble du comportement. C'est un peu comme si la nature faisait bien les choses et que ces gamins-là étaient impatients parce qu'ils savaient qu'ils ne vont pas avoir le temps, qu'ils ne vont pas se concentrer longtemps. C'est des gamins souvent qui vont terminer leur tâche 15 minutes avant les autres et être en mode bah, ça y est, j'ai fini. Les parents, les enseignants disent il va trop vite. Au contraire de celui qui n'est pas impulsif, parce qu'ils ne sont pas tous impulsifs. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans les troubles de l'attention, vous avez un versant inattention, vous avez un versant impulsivité, mais tous ne sont pas impulsifs. Au contraire de cela, il y en a quelques-uns qui sont lents. Et il leur faut 3 heures pour faire le même exercice. On a autant des uns que des autres. Dans les études, vous verrez, il y a 30% de ceci, 60% de cela. Au cabinet, j'en ai autant des uns que des autres. Je ne parle pas d'agitation, il n'y aura pas de diapo-agitation. Hein. Pour ceux qui ont besoin de se lever toutes les 5 minutes, désolé, vous n'êtes pas dans mes critères. Un critère qu'on n'a jamais dans les livres, qu'on n'a jamais sur Internet, mais que les parents ont toujours à la maison, et que les enseignants ont toujours à la maison, c'est les difficultés à s'organiser. Pour moi, trouble dysfonctionnel de l'attention, c'est difficulté d'attention et difficulté d'organisation, c'est pas autre chose. Le reste, grosso modo, c'est les enjoliveurs sur la bagnole. Il n'y en a pas forcément besoin. Ils ne sont pas tous impulsifs, ils n'ont pas tous besoin de bouger tout le temps. Donc c'est le facteur majeur, difficulté d'organisation. C'est des gamins qui sont capables de partir à l'école sans leur sac. Ils n'ont pas oublié, c'est juste pas rentrer dans leur routine. Le matin, je me lève, je vais me brosser les dents, je vais prendre mon petit déj, je me brosse les dents de nouveau. Je prends mon cartable, je pars à l'école. Non. Ils ont du mal à rentrer dans les routines. Le soir, je rentre à la maison, je vide mon cartable. Il y a le diapo sur le village du cartable. Franchement, elle est sympa. Attendez avant de décrocher. Je vide mon cartable, je regarde ce que j'ai à faire. Non, il ne faut pas. J'arrive, je jette mon cartable, et puis à la one again, on va aller jouer à la PlayStation, machin. Il n'y a pas de routine où je vais me mettre au devoir. Après avoir pris mon goûter religieusement, ça c'est ce que les parents voudraient. Hein. Bon, en même temps, les pas TDA, ils sont comme ça aussi. Hein. J'arrive, je me prépare tout mon sac, j'ai 8 heures de cours, qu'est-ce que tu veux que je fasse des devoirs? Vas-y, j'ai autre chose à faire dans la vie. Hein. Mais alors pour les miens, c'est pire. Pour mes petits patients, c'est je rentre, machin, ah, il y a des devoirs.
Bah ouais, excuse-moi, t'as marqué dans ton cahier texte fichier A, page 26. Ah oui? Bah c'est quoi fichier A, page 26? Je sais pas. D'accord, ok. Sinon, t'as la poésie à apprendre aussi. Jean de La Fontaine. C'est quoi le titre de la poésie? Bah, je sais pas. Il est où ton cahier de poésie? À l'école. D'accord, ok. Ça va être chaud le soir, hein. Donc ça, c'est les mamans qui sont abonnées au groupe WhatsApp. Il va y en avoir quelques-unes. Là, je ne vous demanderai pas de lever la main. Il va y en avoir quelques-unes qui font chauffer le WhatsApp régulièrement, là. Et à partir de la 6e, elles se disent « Oh mon Dieu, il n'y a plus le groupe WhatsApp des parents. Maintenant, c'est les gosses. » C'est chaud, là. Bon, alors pour celles qui font chauffer le groupe WhatsApp 3 fois par semaine, il n'y a plus de questions à se poser. Hein. Il ou elle a un trouble de l'attention. Hein. On se verra bientôt au cabinet. Ils sont pas autonomes, bon ça, on l'a dit. Hein. Faut être derrière eux, faut bosser avec eux, faut faire les trucs avec eux. C'est limite s'il ne faut pas faire à leur place parfois. Ils sont pas organisés, on disait. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un jeune en 6e, ça. Le sandwich, il a traîné un mois au fond de son sac. Ça sentait pas mauvais, hein, c'est un ziploc, là, les nouveaux trucs géniaux, là. On peut refermer le petit sachet. Le sandwich, il a traîné un mois au fond de son sac. Et quand ma mère m'a dit j'ai pris une photo, je lui ai dit j'aveux. Je vais le montrer à tout le monde, il va être célèbre. Je ne donnerai pas son prénom. Mais je l'aime bien en plus. Je longtemps que je le connais. Le sandwich, là, c'est juste pas possible. Ma mère, elle a pris la photo pour moi, je crois qu'elle l'a jetée. Je leur dis à mes patients, à partir de la 6e, tous les vendredis, tu prends ton sac, tu le vides sur ton bureau, tu ranges les feuilles de cahier, enfin les feuilles de cours, dans les bons classeurs. Ça, c'est jamais fait. Hein. À la fin de l'année, il n'y a pas que des sandwichs, hein. Il y a aussi 230 feuilles de cours qui n'ont jamais été rangées. Je leur dis tous les vendredis soirs, et quand c'est pas fait, qui c'est que j'engueule? Les parents. Enfin, mon patient, lui, il va pas y penser, il n'est pas organisé. Pas de sa faute. L'attention, je vous disais, c'est pas une fonction interrupteur. C'est une mécanique horlogère. Et c'est pas de la flic-flac, hein. C'est de la mécanique suisse, l'attention. Ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier, en rouge, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, je vais vous expliquer après ce que c'est, en des termes clairs. C'est le plus important pour se concentrer. Il y a à peu près 30% des gamins qui viennent me voir pour un problème d'attention, qui ont juste un petit problème de mémoire de travail, qu'on peut entraîner avec des logiciels, et qui sont quand même sous Ritaline. Bon, je suis pas anti ou pro Ritaline, j'en prescris un petit peu. Mais avant, j'ai fait tout le boulot pour m'assurer qu'elle allait servir à quelque chose. 30% des gamins que je reçois, pour un deuxième avis, qui sont sous Ritaline pour un souci de mémoire de travail qu'on peut entraîner et sur laquelle les médicaments n'ont aucun effet. Aucun. C'est les gamins à qui il faut expliquer les fractions en découpant à peu près une quinzaine de gâteaux au yaourt. Et là, en souci de mémoire de travail, ils ont du mal à se faire une représentation mentale concrète de ce qu'on est en train de leur expliquer. La deuxième grosse roue-dentée, c'est les émotions. Il y a combien des anxieux qu'on amène en disant il ou elle a du mal à se concentrer. Quand on les aide avec un peu de méditation, un peu de sophrologie, un peu de ce que vous voulez, ils sont moins angoissés, ils se concentrent beaucoup mieux. C'est pas curieux, c'est normal. Il y a plein de facteurs en fait qui jouent sur notre attention. Et tous ces facteurs-là vont contribuer au fait qu'on se concentre plus ou moins bien sur différentes tâches. Et ce que j'aimerais que vous teniez en sortant, j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il fallait retenir qu'on n'avait pas tous la même attention et qu'elle variait en fonction des situations. C'est aussi ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, ça joue un rôle essentiel dans notre attention et dans nos apprentissages. Il y a 3 pendants à notre mémoire de travail. Vous avez la mémoire visuelle immédiate,
C'est celle qu'on utilise quand on apprend à lire. La mémoire visuelle immédiate, c'est celle qui reconnaît les mots et qui fait qu'on va acquérir une rapidité en lecture. La moitié des dyslexiques, j'en parlerai tout à l'heure, ont une mauvaise mémoire immédiate qu'il suffit de muscler pour que l'orthophonie serve à quelque chose. Et vous avez la mémoire auditive immédiate. Et toutes les informations de ces deux voies, visuelles, auditives, arrivent au processeur central qui dit c'est quoi ce truc-là et qui fait le calcul. C'est cette mémoire de travail qui fait que les enseignants parfois disent aux parents « Je comprends pas, il regarde ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'écoute pas, mais quand je lui demande de répéter ce que j'ai dit, il sait répéter ce que j'ai dit. » Votre mémoire de travail, elle enregistre en permanence, sans que vous vous en rendiez compte, 10 à 15 secondes d'audio et de vidéo. Ouais, elle est en train de le faire là. Et quand il y en a un qui est en train de regarder par la fenêtre, alors sa mémoire de travail est en train d'enregistrer 15 secondes d'audio et de vidéo, le prof dit « Voilà, je suis pas en train d'écouter, qu'est-ce que je viens de dire ?» Vous venez de dire la prise de la Bastille, c'était le 14 juillet 1789, c'est des sans-culottes qui ont tiré sur Marie-Antoinette qui disait qu'il fallait leur donner des beignets. Ok, bon, il a répété ce que j'ai dit. Alors finalement, il était concentré, pas du tout. C'est les 15 secondes d'audio et de vidéo enregistrées en permanence qui vont être oubliées aussitôt. Mais alors là, il a bluffé le prof. Et il n'a pas pris d'observation. La mémoire de travail, on s'en sert en permanence pour comprendre ce que c'est ce que je vous dis. On va faire un test. On va faire un problème de maths ensemble. Et vous allez voir, il y en a une qui panique au deuxième rang, en se défend. Cette fois-ci, je n'ai pas demandé de lever la main aux 15% qui vont être largués. On va demander de lever la main aux 5% qui se croient plus malins que les autres, qui vont trouver le résultat. Ou alors on va les frustrer, on ne leur demandera pas, on verra. La mémoire de travail, vous l'utilisez quand on vous pose un problème. Théo a 5 €. Il va à la boulangerie. Il achète 3 croissants à 85 centimes. Vous suivez, hein? Un pain au chocolat à 1,15 €. Avec la monnaie, il achète 3 carambars à 10 centimes. Combien Théo rend-il à sa maman? Il y a 30% de malins dans la salle qui disent « Bah rien, il garde la monnaie ». Ceux-là, ils étaient largués quand j'ai dit « il a 5 €». Vous en avez 15% qui disent « Sérieux, il m'a perdu à 3 croissants, donc c'était des pains au chocolat, je sais plus ». La mémoire de travail, elle fait que vous allez vous concentrer sur ce genre de problème sans difficulté parce que vous allez éliminer des informations. Boulangerie, carambars, croissants, tout ça on s'en fiche. Votre mémoire de travail, elle va faire 3 fois 0,85 dans un coin, plus 1,15 € dans l'autre, 5 moins ça, et ensuite 3 fois 0,10. Ça sert à séquencer les informations, à choisir les informations importantes et à dire quel calcul on va faire. Les gamins qui ont ces difficultés-là ont visiblement des difficultés d'attention, mais plus prononcées en mathématiques qu'ailleurs. C'est leur mémoire de travail. C'est un truc qui s'entraîne. Retenez bien ça. Quand votre enfant a marqué dans le bulletin difficulté en résolution de problème, qui ne connaît pas cette étape de multiplication, c'est la mémoire de travail. Le symptôme visible, c'est la difficulté d'attention, mais en fait c'est la mémoire de travail qui bug, et ça s'entraîne très facilement. À quoi elle sert cette mémoire de travail? À résoudre des problèmes de maths, à pas flipper quand on dit qu'on va faire un problème de maths. Pour le langage écrit, c'est une mémoire qui reconnaît les mots. Vous savez quand on est petit, enfin, vous savez plus, mais pour ceux qui ont des petits, quand ils apprennent à lire, on va apprendre la correspondance entre lettres et sons. Cette lettre-là, ça fait tel son. Et on va aussi leur demander d'apprendre des mots outils par cœur. Les petits mots 3 ou 4 lettres. C'est des mots que la mémoire de travail va reconnaître instantanément et qui donnent la fluidité en lecture. Pour ceux qui ont des enfants qui ont du mal à lire, qui sont suivis en orthophonie depuis 3 ans et ça avance pas, c'est là qu'il faut chercher. C'est la mémoire de travail. Mais je les vois tous pour un problème d'attention. Difficulté logico-math aussi, ça, on vient d'en parler. Alors une chose importante, comment on pose le diagnostic de trouble déficitaire dans l'attention? C'est la clinique. Il y a un médecin qui s'appelle Laennec, qui a inventé un truc génial qui s'appelle le stéthoscope.
Avant d'inventer le stéthoscope, ils posaient sa tête contre la poitrine de ses patients pour écouter leur cœur. C'est ce qu'on fait à la maison. Quand le gamin chauffe un peu, on dit oula, t'as l'air tout heureux. Hop, on colle la tête sur sa poitrine, on essaie de voir si ça va comme il faut. Quand il est à 40, la clinique c'est plus important que tout le reste. Il n'y a pas de test pour les troubles de l'attention. J'ai 2 psychologues qui travaillent avec moi au centre TDAH, une psychomotricienne, elles font des tests tous les jours. Ça ne sert pas à poser un diagnostic de trouble de l'attention. Le diagnostic de trouble déficitaire de l'attention, quand je vous raconte tout ce que je vous ai raconté là, vous l'avez déjà posé tout seul. Et en général, les parents, lorsqu'ils viennent me voir, ont déjà posé le diagnostic. Et elles sortent contents, ils disent ah, super, vous avez posé le diagnostic. Moi, je leur dis non, c'est vous. Vous êtes venu me voir pour ça, vous l'aviez déjà posé. Moi, ce que j'ai fait, c'est chercher ce qu'il y avait dans le fond de l'histoire. On reviendra là-dessus avec les troubles 10. La clinique, c'est plus important que tout le reste. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis aux parents, je pars du principe que votre enfant n'a pas de trouble de l'attention, à vous de vous convaincre. C'est pas pour les faire stresser, hein. C'est pour qu'on me sorte toute la liste de symptômes. Il a du mal à se concentrer, la maîtresse le dit depuis le CP, en maternelle ça compte pas. Hein. La maîtresse le dit depuis le CP, elle dit qu'il faut être derrière lui pour qu'il se concentre, elle dit qu'il faut être derrière lui pour qu'il fasse les choses. Moi c'est pareil à la maison, il oublie tout le temps ses affaires. C'est ça, le diagnostic d'un trouble de l'attention, c'est pas autre chose, c'est pas des tests. Je demande aux enseignants, vous avez vu les photos, je demande aux enseignants de remplir un questionnaire. Alors l'enseignant dit, sa case c'est le bazar, il est tout le temps sous son bureau au lieu d'être assis face à son bureau, et il faut que je sois à côté de lui pour qu'il travaille, c'est qu'il a des difficultés d'attention. On demande à l'enfant aussi, en général, quand ils sont petits, ils ne savent pas trop. Mais ils disent, ouais, on dit que je ne suis pas concentré. Donc on va leur demander. On leur demande jamais, est-ce que tu es bien concentré, hein, ou est-ce que tu écoutes bien en classe? Parce que les enfants veulent bien faire. Donc ils vont dire, oui, bien sûr. Non, on leur demande, est-ce que ça t'arrive, en plein milieu de la leçon, d'être comme ça? Quand je fais ça en vidéo, il y a tout le monde qui flippe, qui se disent, hein, ça marche plus là le truc. Non, attends, est-ce que tu es comme ça? Et les gars disent, ah oui, oui, oui. Et puis la maîtresse, elle écrit 2 lignes. C'est de la clinique. On pose des questions, il n'y a pas de test. On regarde les bulletins scolaires. Les bulletins scolaires, c'est magnifique. C'est toujours ce que je vous disais tout à l'heure. Gagnerait à être mieux concentré. A fait des efforts d'attention, mais ça n'a pas tenu longtemps. Pourquoi est-ce qu'il bouge tout le temps? On regarde les carnets de correspondance, j'en ai un tout à l'heure à vous montrer, il est magnifique. Et surtout, on regarde l'évolution. Parce que vous avez un chien ou un chat. Vous perdez votre chien ou votre chat. C'est le cycle de la vie. Vous étiez très attaché. Vous allez avoir du mal à vous concentrer. Vous allez être triste. Vous allez avoir du mal à dormir. Vous allez penser à lui. Vous pouvez avoir du mal à vous concentrer pendant 3 à 6 mois. Parfois plus, en fonction de votre caractère. Les enfants, c'est pareil. Les comptables, au mois de mai, ils ont tous un trouble de l'attention. Ils sont tous pas concentrés, en train de pleurer parce qu'ils voient tous les comptes de leurs clients et en train de se balancer le téléphone à la figure en plein milieu d'un cabinet de comptable. Il faut jamais aller dans un cabinet de comptable entre avril et mai. Ils ont tous un trouble de l'attention et en plus ils deviennent impulsifs à cause de la fatigue. Moi, si vous venez me voir, déjà vous savez, il ne faut pas prendre rendez-vous en décembre. Si vous venez me voir le 17 décembre, franchement, ça ne sera pas pareil que si on se voit le 1er septembre. Hein. Mais surtout le 17 décembre à 19h. Je vais plutôt être en mode, oh là là, fatigue. Et là, vous dire, il a un trouble de l'attention, il est obligé de mettre l'ordonnance dans la visio. Non, c'est juste de la fatigue. Donc l'évolution, c'est le plus important. Il faut que ça dure. Il faut que ça soit tout le temps comme ça depuis toujours. C'est Richard dans la chèvre. C'est pas que la porte à l'aéroport. C'est tout le temps. C'est le plus important peut-être ça. Il y a plein de gamins que je reçois qui sont au CP et je dis aux parents, il a du mal à se concentrer. On verra. Si dans 2 ans il a toujours le même problème, on dirait qu'il a un trouble de l'attention. Pas 6 mois. 6 mois c'est trop court. Au moins 2 ans. Le carnet de correspondance. Parfois on pose des diagnostics sur le carnet de correspondance.
Si vous reconnaissez celui de votre enfant, il faut venir me voir. Ça, c'est un carnet de correspondance de Siegel. Travail non fait. Archibald viendra en retenue. Travail non fait. Travail non fait. Archibald fait, je sais pas quoi, et s'amuse. Se bagarre en classe. DST non signé. Travail non fait. Dispute dans la salle de judo. Exercice non fait. DST non signé. Pas de Bible. Ok. Pas de dessin de la crèche. Ah, ça devait être vers Noël. Ouais. 0,12. Quand on a ça, on pose le diagnostic. Hein. C'est fait. Ce gamin-là, il était génial. Sa maman, elle me tend le carnet de correspondance. Après m'avoir tendu le carnet de correspondance, a ouvert une autre page. Et sur cette page-là, il y avait marqué « Archibald est renvoyé définitivement, il ne pourra pas retourner en classe. » Avec 4 fautes d'orthographe. Elle me dit « Je sais plus quoi faire. » Je regarde, je rigole, un peu comme vous. Mais derrière, quand j'ai vu tout ça, j'ai fait « Ok, en fait, il est en souffrance, le petit bonhomme. » Et c'est pour ça qu'il a noté qu'il était renvoyé définitivement. Bon, là, le diagnostic, après, j'ai posé des questions pour la forme. Hein. Vraiment pour dire aux parents que j'étais en train de faire quelque chose. Hein. Mais le diagnostic, il était posé. On est où là? T'es sérieux? Tu reviens en arrière? Tu me fais ça moi aujourd'hui? Les tests. J'ai pas dit que ça sert à rien. Tous mes patients en dessous de 11 ans, qui viennent pour des difficultés d'attention, passent un bilan neuropsychologique. Mais le bilan neuropsychologique, j'en vois quelques-uns qui flippent. Hein. Ce qu'on appelle le test de QI. C'est pas pour savoir si vous avez Forrest Gump ou Einstein. Le bilan neuropsychologique n'est pas un test d'intelligence. On l'appelle test de QI, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Même moi, parfois, je l'appelle test de QI. Et après, je me corrige. Ça n'est pas un test d'intelligence. La WISC 5, donc le test de QI, a été inventé et développé pour une chose, une seule. Repérer des troubles des apprentissages. Je crois que le micro est ici sur nos bouches. Hein. Troubles des apprentissages, je disais. Ça n'a pas été fait pour autre chose. Ça n'a pas été fait pour savoir si votre gamin était intelligent ou pas, s'il était Forrest Gump ou pas. Ça n'a pas été développé pour savoir s'il avait un trouble de l'attention. Quand les parents appellent en disant « Il y a un trouble de l'attention qui a été diagnostiqué suite au bilan neuropsy », à chaque fois, je me marre. Ça sert à repérer des troubles des apprentissages. Dyslexie, dyspraxie, dysgraphie, dyscalculie. Pas très fort sur la dyscalculie, mais bon. Ça sert pas à autre chose. Mais moi, je le demande tous les jours, parce que les jeunes qui ont des difficultés d'attention ont souvent des troubles 10. Et pour moi, ce sont les troubles 10 qui entraînent une fatigabilité qui fait qu'ils vont venir plus ou moins tôt au cabinet. Donc c'est indispensable, mais ça ne pose pas un diagnostic. Le teach test, le fameux test d'attention, que tous les psychologues font passer aux enfants pour savoir s'il y a un problème d'attention ou pas, n'est pas un super test d'attention. Aujourd'hui, les gamins, ils ont des trucs incroyables qui s'appellent les smartphones de leurs parents, et ils s'amusent avec ça, et quand on leur fait passer un test d'attention, le teach, le plus répandu, on leur demande de rester assis et de compter des coups de fusil pendant 16 minutes. Je vous vois désespéré là. Vous vous dites, merde, moi aussi je vais échouer là, j'ai un TDA ou quoi? Non, vous n'avez pas de trouble de l'attention. C'est juste que rester assis pendant 16 minutes en 2023 et à écouter des coups de fusil et à retenir combien il y en a, c'est impossible. On est 3, 4, 2, 1, je sais plus. J'ai eu une jeune comme ça, diagnostic de trouble de l'attention. Elle avait 2 ans à l'époque, passée sur un teach test, posée sur le teach test, qu'elle avait passé. Souvenez-vous, je vous ai dit de pas venir me voir 17 décembre à 19h. Elle avait passé son test un 15 décembre à 17h. Test d'attention. Le truc complètement éclaté au sol, comme dirait mon fils. Électroencéphalogramme plat. 17 décembre à 15 décembre, j'ai dit à 16h ou 17h, c'était un truc comme ça. Ça fait 4 ans. J'ai dit à sa mère qu'elle n'avait pas de trouble de l'attention, qu'elle n'avait pas besoin de moi, et qu'elle avait peut-être un petit problème de mémoire de travail, mais qu'on verrait en 4e. Elle est revenue cette année, en 4e. Et elle a un petit peu de mal à se concentrer. Une fois que j'ai donné mes conclusions à sa maman,
après lui avoir fait sortir toute la clinique qui était pas là. Et après avoir lu le questionnaire que j'avais remis à l'enseignante qui disait elle n'a pas trop de mal à se concentrer, la mère m'a dit ah ben ça me rassure parce que l'enseignante a dit que si elle avait un trouble de l'attention, tous les enfants de sa classe en avaient un. Bon. Teach test, on ne pose pas de diagnostic de trouble de l'attention. Hein. Teach test, on fait un test pour dire voilà, ça va pas trop. Mais moi, honnêtement, pour poser un diagnostic, j'en fais rien. Moi, il y a un test qui me plaît un peu plus. C'est un test qui est très peu utilisé, mais on a ça au centre. C'est un test d'attention en réalité virtuelle. Honnêtement, c'est pour faire beau. Hein. C'est pour donner un débrief aux parents qui vont remettre à l'enseignant. Parce que l'enfant est plongé dans une salle de classe, dans son casque là. Et dans cette salle de classe, vous avez des enfants qui chuchotent. Il y a même une boulette de papier qui vole à un moment, trop drôle. Il y a un bus qui passe, qu'on voit à l'extérieur. Et l'enfant étant plongé dans cette salle de classe, on va voir parfois il se laisse distraire. C'est génial. Ça permet d'envoyer un brief aux enseignants. Dire lui, au bout d'un moment, il décroche, il est dans la lune, ou lui, il va décrocher quand il y a des petites choses. Ça permet de savoir s'il faut le mettre présent ou pas. La réponse est oui dans les deux cas. Et ça permet de savoir s'il faut lui répéter du consigne ou pas. La réponse est oui dans les deux cas. Ça pose pas un diagnostic. Je regarde à peine les résultats. Honnêtement, je crois que je les regarde même pas. Mais ça fait joli. Le bilan le plus important et le seul indispensable, c'est la WISC pour savoir ce qu'il y a derrière. S'occuper d'un enfant qui a un trouble de l'attention, c'est jamais, au bout de 5 minutes, votre enfant a un trouble de l'attention, Ritaline, il est guéri. Quand vous voyez ça, fuyez. Donc justement, comment on les prend en charge? On va voir ça ensemble. Il ne faut pas que vous voyez malade, différemment. Ils sont tous différents. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a des parents qui ont levé la main qui ont dit on en a fait plus de 2, plus de 1. Ils sont tous différents, on ne les a pas fabriqués en série. Pour tous, on va faire du multimodal. Pas de la Ritaline, du multimodal. Déjà, on forme une équipe. Qui c'est qui se fait engueuler quand j'ai donné un médicament et qu'il n'a pas été pris le matin? Les parents, pas mon patient. J'ai dit, les TDA, ils sont gentils. Je les engueule pas. Je dis aux parents, vous me l'amenez pour la maladie de l'oubli. C'est un gros résumé. Donc, grosso modo, il a oublié son traitement. C'est normal. On fait un travail d'équipe. Hier en visio, j'ai félicité 3 mamans. Je leur ai dit, génial. Super travail d'équipe. Parce que les gamins, ils sont en 4e, elles sont encore derrière eux pour les devoirs. C'est fatigant, hein. Parfois, il y en a une qui m'a dit, je me retrouve chez Darty à regarder les congélateurs de 1,20 m, en disant peut-être que celui-là est mignon, on est là. Je lui dis, oh, arrêtez ces pensées-là, si vous me le dites avant, je dois vous dénoncer. Quelques mois après, on forme une équipe. J'avais 2 parents hier, 3 troubles positionnels. Ils en ont fait 3, ils ont débloqué. Ils auraient dû s'arrêter au premier. Ils avaient déjà un trouble positionnel. Bon, ils se sont dit peut-être qu'avec les 2 autres, on va rattraper la série. Non, les 2 autres troubles positionnels. Je dis, bon, ok, je vois la mère qui est fatiguée. Je dis, bon, le papa, venez te voir. Elle me dit, non, il est en burn-out. Ok. Et puis, il y a le gamin qui commence à se tapoter sur le ventre. Et il se marre. Et sa mère, arrête, je t'ai dit d'arrêter. Honnêtement, il a rien fait de mal. Il me dit, j'en peux plus là. Il se gonfle le ventre, il tape dessus, il dit, je suis obèse. Je dis, bah, vous savez, honnêtement, c'est drôle. Je crois que vous êtes en burn-out ici. Bon, les gamins, ils font plus leur devoir, les 2 derniers. Le grand, c'est bon, il est à la fac. Bon, lui, il est venu parler de ses tics et du fait qu'il avait un peu de mal en soirée à discuter avec les nanas. Mais c'est bon, il n'a pas besoin de sa maman pour ça. Mais les 2 derniers, ils sont au collège et du coup, il n'y a plus personne pour aider à faire les devoirs. C'est un travail d'équipe. Je dis aux parents, on ne se surveille pas. J'ai besoin de vous, moi, pour surveiller les devoirs. Hygiène de vie, les troubles de l'attention, le sommeil. Les petits 6e là, qui s'endorment à 22 h, pour être débloqués. Hein. Il y a un papa qui dit, écoute, il a raison, ton papa, écoute. Les petits 6e qui s'endorment à 22 h, ça va pas. Hein. Les gamins au collège, ils ont besoin de 9 à 10 heures de sommeil. 9 à 10 heures de sommeil. Je leur donne l'exemple, je leur dis, je suis un esclavagiste. Mon fils en 5e, au lit à 21 h, extinction des feux 5 minutes après, et il doit dormir à 21 h 30. Et il le fait.
Les CM2, ils sont au lit à 20h. Bon, on a une vie, il faut les faire manger, il faut rentrer du boulot, mais au lit à 20h. Alimentation. Un jour, on m'a demandé de faire une conférence sur le régime anti-trouble de l'attention. Je n'ai même pas répondu. À un moment, il faut arrêter de les bloquer. C'est comme tous les régimes pour perdre du poids, machin et trucs, et hop, on ne sait pas avoir. Il suffit de m'en manger, hein. C'est les calories. Il y en a un qui est vachement bon, là, qui a sorti un bouquin, là, régime, maigrir sans régime. Il a raison, hein, c'est juste les calories. Oubliez tous les trucs, machin. Alimentation, pour mes patients, c'est la même que tout le monde. On mange ça équilibré. C'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est 10 en fait. C'est juste qu'on vous dit pour pas vous faire peur. Pour que vous décrochez pas comme à la première diapo tout à l'heure. Bon, c'est 10 fruits et légumes par jour. Activité physique. Est-ce qu'il faut qu'ils se dépensent parce qu'ils bougent tout le temps? On sait plus. Faites les fesses qu'on a envie de faire. Il n'y a pas non plus de sport spécial pour mes patients. S'il a envie de faire du judo, qu'il fasse du judo. S'il a envie de faire du ping-pong, qu'il fasse du ping-pong. S'il veut faire de l'escalade, qu'il fasse de l'escalade. On sait que l'activité physique, c'est hyper important pour oxygéner le cerveau et pour la santé en général. Alimentation, sommeil, activité physique, c'est des règles de base pour tous les patients, de tous les médecins du monde entier, quel que soit leur diagnostic. Bon, souvent on oublie de le dire. Donc moi je le dis, si vous dormez 6 heures et que vous allez à l'école le lendemain, c'est foutu pour se concentrer. Hein. Ça va pas le faire. Aménagement scolaire. C'est tout en haut de la liste. Et vous avez vu le médicament en bas, c'est 4 lignes plus bas avec point d'interrogation. Aménagement scolaire, c'est le plus important. On te dit qu'il a du mal à se concentrer. Qu'il est lent, laisse-lui plus de temps. C'est la base. On vous dit qu'il a du mal à écrire. Allez pas le pénaliser pour des fautes d'orthographe en permanence. On vous dit qu'il a du mal à écrire, qu'il a mal au poignet au bout de 5 lignes. Déchirez pas la page le soir parce que c'est mal écrit pour lui faire recopier. Aménagez. Faites-lui moins faire des trucs difficiles. Apprendre à s'organiser. Bon là c'est un combat. Apprendre à s'organiser, c'est grosso modo, personne n'a la vérité absolue. Donc grosso modo, on leur montre des exemples et on se dit, s'ils chopent un ou deux trucs, tant mieux faire. Moi je dis toujours papier crayon, hein, pour s'organiser. Il n'y a rien de mieux. Il y a un rappel dans le téléphone, c'est pas bon. Les post-it, une fois que c'est tombé, on se dit, bah, il n'y a plus besoin de le traiter, c'est bon, c'est géré. Mais ça n'a pas été géré. Donc papier crayon, et on apprend à s'organiser. Je leur fais tenir des calendriers, moi, pour anticiper. J'ai le contrôle la semaine prochaine. J'ai l'habitude d'apprendre la veille. Ça marche bien une fois sur deux. Et si je commençais à faire comme on doit faire, une semaine avant, apprendre à travailler. Le nombre de gamins qui ont un trouble de l'attention, pour lesquels on dit, Ritalin c'est bon, il est guéri à la limite. Et puis en fait ça n'a pas travaillé, c'est quasiment tous. Hein. Si on ne leur dit pas comment apprendre une leçon, et le problème c'est que les jeunes, on leur dit comment apprendre une leçon alors qu'ils ont apprendre des poésies, sauf que ça marche que pour les poésies, ils ne seront pas mieux à apprendre une leçon. C'est des gamins que j'avais en groupe. J'ai fait 8 ans de groupe avec eux, on parlait organisation et méthode d'apprentissage. C'est les psychologues qui vont prendre le relais maintenant pour le groupe. Et on doit leur apprendre à travailler. Quand ils sont en train de flipper lorsque je dis Théo à 5 €, il va à la boulangerie, il achète 3 croissants et que je l'ai perdu, pour muscler la mémoire de travail. Les médicaments ne font pas ça. Le plus important, je suis désolé, il faudrait tout en haut. Traiter et rééduquer les troubles des apprentissages. Diagnostiquer un jeune avec un TDA, c'est faire Sherlock Holmes. C'est aller chercher tout ce qu'il y a comme difficulté, autre que les difficultés d'attention, qui souvent sont la conséquence du reste, et les rééduquer. Traitement médicamenteux, parfois. Je vais en parler un petit peu parce qu'on m'a demandé d'en parler, mais c'est pas le plus important. Et garder le sourire. La petite maman d'hier, j'ai dit au papa, bon, vous êtes en burn-out, mais vous avez peut-être la force d'aller lui acheter une petite place à la vanille en sortant. Il disait, bon, il y avait du soleil, il faut lui redonner un peu le moral. Là. Bon, je crois que ça va se finir quand même chez le psychiatre aussi. Ça. Traitement médicamenteux. On a une molécule en France. Faut pas commencer à rêver, c'est pas les États-Unis, on en a pas 150, et en même temps, une, ça nous suffit. Certains vous font le même speech que moi,
et ils disent il faut tout dépister, machin truc, gna 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 gna, et ensuite au cabinet c'est Ritaline, tac, il est guéri. Fuyez. Le médicament, c'est potentiellement la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a construit notre base. On a posé tous les diagnostics à poser, tous les 10, éventuellement, les problèmes de mémoire de travail, les parents en burn-out qui ne vont pas pouvoir former une équipe avec nous et dire au gamin prends ton cartable et vérifier la veille au soir que le cartable est fait. Si on n'a pas de gâteau, vous n'allez pas me vendre une cerise 4,90 € à la boulangerie. C'est pas l'acheter. Donc le médicament tout seul, non. Éventuellement, ça vient aider pour la prise en charge de ces jeunes. Le médicament, il fait quoi? Il traite la première partie que je vais montrer tout à l'heure, la fatigabilité. C'est des médicaments dopants. Il n'y a aucun médicament qui cible votre attention. Votre attention n'est pas ciblée au niveau du cerveau, c'est plusieurs fonctions qui bossent ensemble. Donc ce sont des dopants. Ils réveillent le cerveau. Chez les anxieux, il y a plus d'angoisse. Chez les jeunes qui ont des TOC, il y a potentiellement plus de TOC. Ce ne sont pas des médicaments qui ciblent l'attention, ça n'existe pas. Donc c'est pour traiter la fatigue. La meilleure prescription de médicaments que j'ai faite, c'est un jeune qui vient me voir et qui me dit j'ai 16 de moyenne en 5e. Bon, si on reste là, on se dit la 16 de moyenne, on peut nous embêter, c'est bien en 5e. Hein, moi j'avais pu dire à mes patients, la moyenne était à 14. Donc 16, c'est pas mal. Je regarde un peu les documents que j'ai. Il a passé une WISC, un vrai haut potentiel. Je dis pas surdoué, c'est débile. Il y a Mozart qui était surdoué, effectivement, mais les autres, haut potentiel. Et le haut potentiel, c'est que du potentiel. Il faut l'exprimer. Hein. Le haut potentiel sans travail, il ne faut pas dire j'ai pas eu mon bac à cause du haut potentiel. Il faut dire j'ai pas eu mon bac parce que j'ai pas bossé. Donc un vrai haut potentiel à 150. 16 de moyenne en 5e, il me dit je travaille 3 heures tous les soirs. 3 heures tous les soirs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 8 heures le samedi. 8 heures. Et le dimanche. 8 heures. Il passe sa vie à travailler. Au potentiel, ça sert à rien. Et il a 16 de moyenne. Et il me dit, je regarde, en fait on s'est vu fin août de sa rentrée de 4e, et il me dit, je regarde Instagram, Snapchat de mes copains, ils sont au skatepark ou à la piscine. Je sais que si je vais la joindre, j'aurais pas fini mon taf. J'ai dit, quoi? Tu sors avec une ordonnance. Maintenant il est en seconde, je ne l'ai pas encore revu, et je l'ai vu en plein milieu de sa 3e. Il me dit, je bosse 1h15 tous les soirs, 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. J'ai une vie. Trop cool. Meilleure prescription de Ritaline. C'est celle-là, une prescription de Ritaline qui sert à quelque chose. C'est pas le gamin qui bosse pas. Hein. Le gamin qui bosse pas, ça sert à rien, ça ne mettra pas au travail. C'est pas le gamin pas motivé non plus. Il ne faut pas aller chercher de prescription de traitement pour un gamin dont on vous a dit qu'il avait un problème d'attention mais qui ne travaille pas. Ça ne changera rien à sa vie. Et la Ritaline toute seule, sans tout le reste, c'est un demi-point ou un point en plus dans la moyenne générale, rien de plus. Ça rassure tout le monde. Et quand je dis ça aux parents, il y en a pas qui me disent « Ah ouais, j'ai des copines qui me disent que leur gamin a pris un point dans sa moyenne. » Il a pris un point dans la moyenne, il est plus calme, il est plus concentré, il n'y a plus d'envers dans le bulletin, tout le monde est content. Il y en a une partie, quand on n'a pas tout fait comme il faut, qui vient et qui dit « J'aime pas ce médicament. Ça fait de moi un petit robot qui écoute, mais je comprends pas mieux qu'avant. » La compréhension, c'est la mémoire de travail. Donc multimodal, les médicaments, ça peut être bien, mais franchement, ça fait pas tout. Et comme je l'ai noté là, confondez pas Ritaline avec le terme hyperactivité. C'est pour ça que je n'utilise jamais ce terme. Pour beaucoup de personnes, Ritaline, c'est un médicament pour rester sagement assis sur sa chaise. Parce qu'ils ont associé le terme Ritaline à l'hyperactivité. La Ritaline, c'est pas un sédatif, hein. C'est un stimulant. Il est considéré comme dopant par les sportifs. Il est interdit dans les compétitions sportives. C'est un médicament qui réveille tout le cerveau. C'est pas fait pour être sage, mais c'est purement symptomatique. Tu fatigues en faisant l'effort de concentration, je te donne ce médicament-là, tu seras moins fatigué. Bon, alors tout le monde l'appelle Ritaline. Mais le vrai mot, c'est chlorhydrate de méthylphénylate.
Je vous défie de répéter 5 fois à la suite sans vous tromper. Hein. Et super grave avec ces filles-là. Vous avez Ritaline en libération immédiate qui fait effet 4 heures. C'est pas mal. Et grosso modo, c'est celle que je prescris quasiment jamais. Vous avez Ritaline en libération prolongée qui fait effet environ 8 heures. Super pour les petits en primaire. Dans les bonnes conditions. Medikinet qui fait effet 8 heures. Coazyme qui est nul, qui fait effet 6 heures. Si vous avez un gamin sous Coazyme, c'est normal que ça fasse plus effet à 14 heures et que le soir, ils soient en difficulté. Et Concerta, mon petit chouchou, qui fait effet 12 heures. Mon petit chouchou, prescrit dans les bonnes conditions, avec tout le reste avant, éventuellement. Ça, c'est le plus important dans notre prise en charge. Former les parents, je leur dis, qui va se faire engueuler s'il n'a pas pris son traitement? Vous. Qui va se faire engueuler s'il y a un sandwich, souvenez-vous de la photo du sandwich, qui a pourri pendant un mois dans son sac à dos? Vous. Parce que vous ne lui aurez pas donné l'habitude de vider son sac tous les vendredis à 18 h. Bon, et les parents qui se disent en 6e, ça y est, il est en 6e, il est grand, plus besoin de groupe WhatsApp, un mois après il déchante. Hein. Et ils prennent le téléphone à leur gamin pour demander aux autres gamins les devoirs à faire. C'est pas une question de maturité, les troubles de l'attention. Pour ceux qui pensent que les troubles de l'attention, comme c'est parfois marqué sur Internet, disparaissent à l'adolescence et à l'âge adulte, c'est pas vrai. C'est parce que dans les critères diagnostiques, il y a une chose qui manque, c'est les difficultés d'organisation. C'est peut-être important qu'on revienne 2 minutes dessus. Ces gamins-là, quand on leur donne de la Ritaline, je leur dis toujours, c'est jamais à vie. Les adultes sur Ritaline, c'est une hérésie. Je leur dis, c'est pendant le temps des études. Pendant le temps des études, parce que quand on apprend tous les jours des choses nouvelles, c'est une attention très particulière et c'est fatigant. Quand on est dans le monde du travail et qu'on applique des choses qu'on sait faire, c'est pas la même attention. On n'a pas besoin de psychostimulants. Au pire, on fera des petites boulettes de temps en temps. Mais c'est des médicaments qu'on donne pendant un temps, et ensuite, les adultes, ils sont gênés par une chose, les difficultés d'organisation. Les monstres d'organisation ne se sont jamais posé la question d'avoir des difficultés d'attention proche. Il y en a qui en ont. Mais les difficultés d'organisation, c'est ce qui plombe les adultes, c'est pas la difficulté d'attention. Une organisation baousse costaud, ça permet de ne pas se retrouver chez moi. Il y a 10 ans, je voyais encore des adultes pour des problèmes d'attention. Et je me souviens très bien d'un adulte, 45 ans, qui était chef d'entreprise. Et alors, il avait une assistante star. Elle faisait tout pour lui. Jusqu'à lui rappeler l'anniversaire de sa femme. C'est limite si elle ne commandait pas le cadeau à sa place parce qu'elle la connaissait mieux que lui. Le jour où elle est partie en arrêt maladie, il s'est effondré. Il est venu me dire, j'ai un trouble de l'attention, je me rends compte maintenant. Éducation. 100%. 100% de mes patients sont fait sermonner un jour ou l'autre pour un oubli. Et devinez quoi? 100% de ces enfants avaient juste oublié. Donc, comme j'ai mis, ok, 98%. Il y en a 2% qui cherchent un peu. Faut pas vous engueuler quand ils oublient. Faut se dire qu'au niveau du travail d'équipe, il y a un truc qui a loupé et que, grosso modo, faut resserrer un peu les vis, mais de toute l'équipe, pas juste à l'heure. Bon, on va passer là-dessus parce que je vous ai déjà dit sommeil, hygiène de vie, j'aimerais qu'on ait un peu de temps pour les questions. Ce sera dans les diapos, je crois, de toute façon, ils vont les avoir. Les aménagements scolaires, vous connaissez peut-être. Le plus important, c'est le premier rang. J'ai mis un point d'interrogation parce que maintenant, il paraît que les maîtresses sont au dernier rang. Je ne sais pas comment ça fonctionne, leur truc. Mais grosso modo, nous, on se retrouve comme des boulets à mettre sur le certificat médical premier rang. Et en fait, la maîtresse, elle est au dernier rang. Donc, elle est contente. Il va bouger au premier rang, moi, je suis au dernier rang. Donc, bon, faut se renseigner, quoi. Faut les aider. Donc, faut se mettre à côté. Je comprends les maîtresses qui disent, j'en ai 30. Mais honnêtement, il suffit de passer derrière lui, de lui faire une petite tape sur l'épaule et dire vas-y Raoul, mets-toi au boulot. Et de repasser 5 minutes après. Elles font pas ça pour les 30, sinon c'est bien un souci s'ils sont 30 pas concentrés dans sa classe. Les consignes, on va lui répéter. C'est tout simple.
Tolérer les oublis. Vous avez vu le carnet de correspondance d'Archibald tout à l'heure? Archibald, il pense jamais à faire signer les papiers. Bon, une petite tolérance. Et le time timer, c'est pas mal hein, pour les lampes. Pour les booster un peu, là. Sauf aussi les stresser, parce que après, c'est la débandade complète. À la maison, les parents, une mission. Pas ça. S'il vous plaît, pas ça. Alors, là, vous ne le voyez pas. Vous allez devoir me faire confiance. Ici, il y a ces résultats du brevet. Ouais, je vous le dis, il a dit en 6e, il ne peut pas lâcher la grappe. Ils sont pas autonomes, mais sérieux, les résultats du brevet, elle est en 3e. Ouais, elle était en 3e quand sa mère a pris la photo. Ça, c'est son espace de travail. Il y a des feuilles volantes partout qu'elle a tassées un peu comme ça. Pour se concentrer, il ne faut rien sur le bureau. Il faut une chambre rangée. Parce que le jeune qui a un problème d'attention, si c'est pas rangé, il va regarder tout ce qui est autour de lui. J'ai un collègue comme ça. J'espère que vous ne connaissez pas. J'ai un collègue comme ça. C'est le bazar sur son bureau. Il y a des piles de papier dans tous les sens. Je ne sais même pas comment il fait pour écrire une ordonnance. Il y a au moins 8 piles de papier qu'il n'a pas rangé depuis 25 ans. Il n'est pas si vieux, depuis 15 ans. Et alors, le truc génial, c'est que les parents disent qu'il a toujours 2h30 de retard. Bon, pour ceux qui le connaissent, je ne vais pas donner de temps. Il a toujours 2h30 de retard. Et les parents disent, mais en fait, on voit quand il décroche, il est comme ça. On arrête de parler, on attend qu'il revienne. Et puis on recommence. Mais le truc, c'est qu'ils me disent aussi, la moitié du temps, en fait, il n'a pas décroché, il est juste en train de tricoter ses papiers, là, et d'aller chercher un document, et ensuite il part sur une autre idée, il prend un autre document, machin, et nous, 10 minutes après, on est encore là à attendre notre ordonnance. Organiser l'espace de travail. Ces gamins ne sont pas organisés. Quand ils ont une disserte à faire, et que c'est chaud pour eux, ils vont regarder leur bibliothèque et dire, tiens, je ne les ai pas classés par couleur, les livres. Je vais les classer par couleur. Ensuite, quand il faut faire des maths, ça leur convient pas, le classement par couleur. Ils disent finalement, j'aurais dû mettre par ordre alphabétique. Parce que quand je vais chercher Victor Hugo, déjà je ne saurais pas s'il faut chercher à G ou à H, ça ira pas le classement par couleur. Bon, faut les aider à s'organiser, quoi. Les devoirs. Franchement, gardez le sourire. Les devoirs, c'est hyper important. Je suis le premier à dire, les devoirs, il n'y a pas plus important, c'est une hérésie que d'interdire les devoirs en primaire. Il faudrait juste dire on leur supprime 2 heures de cours par jour, et comme ça ils ont le temps d'avoir une life en dehors des cours, et ils peuvent faire des devoirs. Les devoirs, ça permet de se remémorer ce qu'on a fait dans la journée et de l'entrer solidement. Donc gardez le sourire. Quand vous commencez à gueuler parce qu'il n'est pas concentré, il va se concentrer, ça a marché, mais sa mémoire de travail va être bloquée, donc il va oublier tout ce qu'il a appris. C'est dommage. J'ai vu un jeune, il y a 2 semaines, je pensais même pas lui, on va dire plus. J'ai vu un jeune il y a 2 semaines, j'ai un trouble déficitaire de l'attention. Ok, raconte-moi, il est en terminale. Comment tu travailles? Là, il y a un malaise. Gros silence. Comment tu travailles? Il n'a jamais travaillé. Il est en terminale, il n'a jamais travaillé. Donc quand je lui demande comment tu travailles, malaise. Je lui dis bon, ok, je comprends. Tu ne travaillais pas les années précédentes? Non, pas vraiment, non. Oui, maintenant, quand tu t'y mets, je dis ben, je me mets dans mon lit. Ok. C'est pas fait pour dormir le lit? Si, mais travailler, c'est pas mal aussi. D'accord. Je m'assois sur mon lit, t'as pas de bureau? Si, mais c'est le bazar. Ok. Je m'assois sur mon lit, je prends mon cahier et je lis. D'accord. J'ai vu tes parents tout à l'heure, ils m'ont dit qu'ils essayaient de t'aider parfois. Oui, mais alors, comment ils font? Ben, en fait, déjà, je veux pas qu'ils s'asseyent sur mon lit. D'accord. Ils s'asseyent à ton bureau? Non, non, non. En fait, je demande à mon père de rester au milieu de la pièce, debout. Ok. Avoir quelqu'un avec soi, quand on a du mal à se concentrer, ça peut stimuler à travailler. Et grosso modo, le gamin, il est en train de me dire qu'il travaille 10 minutes, 2 ou 3 fois par semaine, hein, en terminale, assis sur son lit. J'ai dit ok. Tu vas, on se reverra quand tu travailleras. Et à ce moment-là, on pourra savoir si tu as des difficultés d'attention ou pas.
Parce que sans travailler, moi, je peux pas savoir. La musique, les parents, c'est pas interdit pour les devoirs. Il y a des jeunes qui se concentrent mieux avec de la musique. Bon, si c'est un concert de Metallica, c'est chaud, hein, je me concentre. Donc moi, je leur montre l'exemple dans la salle d'attente, c'est de musique classique, blues, machin. Ça fait du jazz aussi. Bon, faut que ça convienne à leur âge, mais pas Metallica, quoi. Et il y a des gamins qui se concentrent mieux avec de la musique. Tout comme il y en a d'autres qui se concentrent mieux avec un casque anti-bruit. Ils n'entendent plus rien. C'est pour ça qu'il y en a une tripotée de collégiens et lycéens qui se mettent au boulot à 21h ou 22h. C'est calme, il n'y a pas de bruit. Bon, cela, on peut leur coller un casque anti-bruit pour qu'ils commencent à faire leur devoir avant. Et une personne à côté, ça aide à se concentrer. Le nombre de gamins à qui je dis, bon, ok, tu rentres à la maison, 17h, les parents ils rentrent à la maison à 20h, ils ont un magasin, ils ont des bureaux, ils rentrent à la maison tard, tu les as attendus pour faire tes devoirs à 20h. Je dis toujours à mes patients, tes parents sont comme toi, ils regardent Netflix, ils veulent Hollywood, leur rêve hollywoodien. Je rentre à la maison, on se retrouve dans la cuisine, une série américaine c'est ça, on sert un petit verre de vin blanc, pas trop, consommer avec modération, et on discute, on a tous le sourire. Tes parents ils rentrent à la maison, c'est pas Hollywood. Toi t'es là, genre, t'as fait tes devoirs. Oui. Ok, on va regarder ça. Alors ça, ah bah non j'ai oublié. Ok, ça, ah bah non j'ai oublié. Bon en fait t'as rien fait. Ah non. Les personnes à côté, ça aide à se concentrer pour faire les devoirs. Donc je leur dis, en fait tu rentres pas à la maison, tu vas aller au bureau de maman ou papa, tu vas aller dans la boutique de maman ou papa, tu vas te mettre à côté d'eux pendant qu'ils bossent et tu vas bosser. J'en ai plein qui font ça. Il y a une maman qui a une galerie d'art il n'y a pas longtemps, qui vient au bureau, elle me dit, je vais rentrer à la maison et je vais lui faire ses devoirs et après je vais partir à la galerie. Je fais, oh là là. Le galerie d'art, c'est un truc avec des céramiques et machin, c'est des petits coups de cœur, les gens ils vont jamais attendre le week-end pour revenir vous acheter une céramique machin vieux. Le gamin il va venir au bureau, vous allez le mettre derrière, il va travailler. Ils font ça depuis 3 mois, super. Il fait ses devoirs. Gardez le sourire. Et dites-vous que d'être à côté d'eux, ça peut les aider. Bon. Ouais. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on y est. Je crois que c'est le moment pour le diapo chaton. Hein? On va se détendre un peu là, on va s'étirer, ceux qui en ont besoin. Vous pouvez vous étirer. On lève les bras, je vais faire un coup. Marche un petit peu. Bon, je ne suis jamais arrêté de marcher parce que ça aide à rester concentré. Et là, on fait une petite pause avec le diapo chaton. Ça aide à se remobiliser, ça vient solliciter les bonnes émotions. On a parlé tout à l'heure des bonnes émotions. Et les émotions, c'est important pour se concentrer. J'en ai plus pour longtemps, vous torturer. Bon, elle a fait bien la diapo chaton, à gauche. Ça permet de désaturer la mémoire de travail. N'oubliez jamais, la Ritaline, les médicaments, ça permet aux enfants qui ont du mal à se concentrer de bosser plus longtemps. Mais le problème, c'est qu'on a tous une mémoire de travail qui sature au bout d'un moment. Et la règle, c'est les petits 30 minutes de travail, 5 minutes de pause. Pour les grands, 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Je n'ai pas respecté la règle. Ça fait 1h10 qu'on y est. C'est pas bien. Normalement, je devrais vous laisser 10 minutes de pause. Mais après, on va tous avoir faim. Ça ira plus. Est-ce qu'il y a un lien entre trouble de l'attention et 10? Oui et non. Vous avez plein de troubles de l'attention qui n'ont pas de 10. Mais alors le truc, c'est que ces troubles de l'attention-là, ils viennent quand ils ont 13-14 ans. Le gamin qui a un 10, il vient en primaire le consulter. C'est ça le truc que vous devez avoir en tête. Je vous ai dit tout à l'heure, le meilleur exemple de trouble déficitaire de l'attention, c'est Pierre Richard. Pierre Richard, il ne va pas avoir de médecin parce qu'il se prend les portes à l'aéroport en pleine figure. Non, il dit ça live. Le gamin qui a un trouble de l'attention sans autre difficulté, il va venir consulter au collège. Quand les parents se sont dit allez, ça va se gérer, et qu'en fait ça ne se gère pas parce qu'il oublie tout le temps ses affaires. Donc il y a un lien dans le sens où les jeunes qui ont un trouble 10 vont consulter beaucoup plus tôt pour leurs difficultés d'attention. Mais moi ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, et c'est hyper important, et c'est quelqu'un qui ne voit que les troubles de l'attention qui vous dit. J'espère qu'on le voit bien. Ça, c'est le truc qui a coulé le Titanic. Les troubles de l'attention,
c'est la partie visible. C'est le symptôme que tout le monde voit. Le gamin n'est pas concentré. Mais j'ai dit tout à l'heure, ils sont tous différents. Qu'est-ce qui a fendu la coque du Titanic? La partie visible ou le gros truc en dessous là? C'est le gros truc en dessous qui a fendu la coque du Titanic et qui fait que notre patient va chavirer, être en difficulté. Et ça, cette coque, elle est composée de troubles 10, problèmes de mémoire de travail, problèmes de gestion des émotions, anxiété, manque de sommeil. Et c'est ça qui fait que le jeune va consulter plus ou moins tôt. N'oubliez jamais, les problèmes d'attention, c'est une création scientifique. On a créé le concept de troubles déficitaires de l'attention pour catégoriser des enfants, les mettre dans un sac et dire lui, il a du mal à se concentrer. Mais il a juste du mal à se concentrer. Je ne suis pas en train de vous dire que les troubles de l'attention, ça n'existe pas. Je suis en train de vous dire, on a créé ce concept pour répondre à un besoin, il fallait poser des diagnostics, mais ils sont tous différents. Si on fait juste la partie visible de l'iceberg, c'est il a un trouble de l'attention, donnons-lui de la Ritaline, il est guéri. Il y en a 90% pour qui ça ne marche pas. Il y en a 90% qui ont des disques, des problèmes de gestion des émotions, de l'anxiété, des problèmes de sommeil, de parents en burn-out. N'oubliez jamais ça. Donc moi, mon boulot au cabinet, c'est 5 minutes pour valider le fait qu'il a du mal à se concentrer, et les rendez-vous, les premiers, durent 1h30, c'est 1h25 pour chercher tout le reste. On va aller vite là-dessus. Dyslexie. Je voulais juste passer des messages simples. Dyslexie, le gamin a du mal à apprendre à lire. On va chez l'orthophoniste, pas compliqué. Mais retenez une chose, le vrai dyslexique, il n'y a pas de fou. Le vrai dyslexique, c'est celui qui a des parents, des cousins, des frères et sœurs, des oncles et tantes dyslexiques. Il y a une grande partie de dyslexiques qui sont suivis en orthophonie pendant des années, qui viennent me voir, qui ont ce qu'on appelle une dyslexie de surface. La dyslexie de surface, c'est la mémoire de travail qui n'est pas bonne. C'est, je vais dans la cuisine et qu'est-ce que je fais là? On lit avec deux choses. Notre capacité à déchiffrer, associer des sons à des lettres, et notre mémoire visuelle immédiate qui reconnaît les mots. C'est ce qui nous donne la fluidité en lecture. Votre mémoire visuelle immédiate, quand vous lisez là, si vous n'avez pas ce problème-là, j'aurais pu mettre les lettres dans le désordre, il lui suffit de la première et la dernière lettre, et parfois deux lettres au milieu, en fonction de la longueur du mot, pour le reconnaître et valider que c'est le mot difficulté, et passer au suivant. Quand vous avez des soucis de mémoire visuelle immédiate, comme beaucoup d'enfants qui ont du mal à écrire, parce que leur mémoire visuelle immédiate est occupée par le geste graphique de se positionner sur la ligne, vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Vous travaillez avec l'orthophoniste, la fluidité, le déchiffrage, et il n'y aura pas la compréhension. Parce que déchiffrer, ça coûte de l'énergie. Donc pour les parents dont les enfants ont du mal à apprendre à lire, pensez qu'on lit à moitié avec notre mémoire. Et qu'il y a beaucoup de ces gamins-là qui sont suivis pendant 3 à 4 ans sans progresser si on ne s'intéresse pas à leur mémoire de travail. J'en dis pas plus sur la dyslexie, tout le monde connaît. Trouble du développement de la coordination. Dyspraxie pour les intimes. Enfin, dyspraxie pour les intimes, pour les vieux comme moi. Maintenant, on appelle ça trouble du développement de la coordination. C'est des gamins qui ont des difficultés au niveau de l'équilibre. Celui qui se casse la figure tout le temps, on ne sait pas pourquoi. J'en ai un comme ça une fois au cabinet, c'était magnifique. Enfin, j'ai pas compris en même temps. Il est assis en face de moi, et d'un coup, un seul, j'entends un petit cri d'animal blessé, il est par terre. J'ai dit, mais t'as même pas bougé. Ah non, mais ça m'arrive tout le temps. Ok, problème d'équilibre. Alors là, le diagnostic, il était posé vite. Problème de coordination. La coordination, c'est plein de choses. Coordination entre l'œil et la main, c'est des gamins qui ont du mal à écrire. Ce ne seront pas des stars au baseball. Heureusement, en France, on est plus football, PSG, OL, tout ça. Il ne faut pas que je cite trop d'équipes. Après, on fait des frustrés. Hyper important pour écrire aussi. Boutonner, déboutonner, tenir ses couverts. La dyspraxie, le trouble du développement de la coordination, c'est Gaston Lagaffe. Ce sont des maladroits. Retenez une chose, en fait. Le dyspraxique,
c'est le gamin qui doit penser le geste. Quand on est jeune, on apprend des séquences de gestes, notre cerveau les mémorise, et on n'a pas besoin de réfléchir pour faire les choses. Là, il fait plusieurs fois attraper ma bouteille d'eau, la porter à ma bouche, j'avais pas besoin de réfléchir. Je pouvais même continuer de parler avant qu'elle ait atteint la hauteur du micro. Le gamin qui doit penser le geste, c'est pas la même. C'est il a tout décomposé. Il a tout décomposé en réfléchissant au geste. Il n'a pas fait fluide. Ça, c'est la dyspraxie. Il y en a plein des 10 qui ont une dyspraxie. Et alors, mes petits chouchous, alors là, on va refaire le test du début. Dénoncez-vous. Qui, en sortant, va avoir du mal à trouver sa bagnole dans le parking? Franchement, il y a des timides, hein. Vous êtes 3 à lever la main. Je pense que vous êtes au moins 15. La dyspraxie visuospatiale, j'en ai plein. Quand il y a un gamin qui écrit pas sur la ligne, quand ça monte et ça descend, quand il a du mal à faire un triangle, des difficultés avec les mesures, et qui fait des grandes lettres, je demande aux parents, lequel ne retrouve pas sa voiture dans le parking chez Auchan? Qui se fait engueuler par le GPS? Tournez à gauche. Non, l'autre gauche. Faites demi-tour dès que possible. Oh, j'en ai marre de GPS, il m'énerve. Non, c'est ça, t'as pas écouté. On connaît sa droite et sa gauche, mais en direct, quand il faut tourner à gauche, ils vont tourner à droite. Et on va leur dire l'autre gauche. La dyspraxie visuospatiale, il a du mal à se concentrer, du mal à écrire et du mal à mémoriser. C'est mes petits chouchous, parce qu'ils sont tous sous Ritaline, il n'y en a aucun qui bosse sa mémoire de travail, alors qu'ils ont tous une mémoire de travail mauvaise, parce que pour lire, on utilise notre mémoire visuelle, et je vous ai pas dit un truc tout à l'heure, j'ai triché, notre mémoire visuelle spatiale immédiate. Ils ont tous du mal à comprendre ce qu'ils lisent. Ils ont tous juste de la Ritaline, et ils ont tous du mal à apprendre leur leçon, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. La Ritaline, c'est un petit plus chez les jeunes, mais ça fait jamais tout. N'oubliez jamais. Bon, dysgraphie. Un mot sur la dysgraphie, vraiment. Un mot sur la dysgraphie, vous êtes tous fatigués, vous commencez à avoir faim. Il est 11h30, vous êtes sérieux, vous avez filé trop tôt là. Un mot sur la dysgraphie, c'est pas que des gamins qui écrivent mal. On a des dysgraphiques qui écrivent super bien. Et moi, je prends les cahiers, je fais, c'est trop beau, c'est moins beau. Ils ne comprennent pas. On passe notre temps à leur répéter à l'école, présente ton travail avec soin, écris bien, machin truc. Il y a des dysgraphiques qui écrivent super bien, mais hyper lentement. Ces gamins-là fatiguent en écrivant. Il ne faut pas les faire écrire au même titre que celui qui écrit mal et pour qui ça va être mal présenté. La dysgraphie, c'est quoi? C'est je dépense beaucoup d'énergie en écrivant, qu'on écrive bien ou mal. Jamais déchirer les feuilles, et moi, je leur dis, il est trop beau ton cahier. Essaye de faire moins bien. Parce que quand ils sont concentrés sur le geste, les dysgraphiques, devinez quoi? On dit toujours, c'est des gros clichés, on est au XXIe siècle, je vais peut-être me faire engueuler, hein. Et on dit toujours, les femmes savent faire deux choses à la fois, les hommes savent pas. Quand on dit qu'elles savent faire deux choses à la fois, il y en a une qui est automatisée. Ça, c'est ma femme qui est en train de cuisiner en même temps qu'elle m'engueule parce que j'ai encore commandé des baskets de couleurs différentes. M'engueuler, c'est automatique. Dans la cuisine. Non, mais je suis pas un rustre non plus. C'est pas la cuisiner qui est automatique, hein. C'est m'engueuler qui est automatique. Là, elle peut faire deux choses à la fois. Le gamin qui a du mal à écrire, il ne pourra pas écrire et réfléchir à ce qu'il écrit en même temps. Donc même s'il écrit bien, moi je dis écris moins bien et sois plus concentré sur le sens de ce que tu écris. Promis, dernière diapo. Après on aura un petit temps pour des questions. Et je suis tellement épuisé. En général je fais ça, j'ai plus que le monde. Je n'ai pas beaucoup de questions. Dyscalculie. 70% des dyscalculiques ont juste un problème de mémoire de travail. Ils ne se font pas l'image dans la tête. Vous savez, les fichiers de maths en CP-CE1, c'est tout dessiné. Mais ouais, t'as raison, t'es content, fichier de maths en CP-CE1, c'est tout dessiné. Il y a des petits sachets de billes, des petits bonbons, et les gamins arrivent à voir ce qu'on leur demande de calculer. Mais quand on leur dit,
apprenez vos tables de multiplication, 3 x 7, 21, ils ne seront pas l'image. Nous, les vieux, on a oublié, le 3 x 7, 21, c'est abstrait en fait. C'est très abstrait. Et ils ont besoin de se faire l'image. Ce sont des gamins qui ont besoin de manipuler parce qu'ils ne visualisent pas mentalement ce que c'est que 3 x 7, 21. Tout comme quand je parlais de ce problème de maths où Théo à 5 euros, il achète 3 fois 185 centimes, certains vont paniquer parce qu'ils ne visualisent pas mentalement. C'est de la mémoire de travail. 70% des jeunes suivis pour dyscalculie ont un souci de mémoire de travail, et en la musclant, ça va beaucoup mieux. En la musclant et en manipulant. Et en faisant des dessins pour les problèmes de maths. Retenez quelques messages essentiels. Les troubles de l'attention sont tous différents. Il y a tous une problématique à chercher derrière, notamment les troubles 10. Et retenez aussi une autre chose, c'est que le médicament, ça peut être bien, mais c'est jamais la solution et c'est jamais le début de l'histoire. Ça vient éventuellement pour les aider quand ils ont du mal à faire. C'est un travail d'équipe et c'est parfois plusieurs professionnels de santé. C'est jamais une personne qui va dire Ritalin et les guérit. Si vous avez retenu ça, on est tout bon. Merci à vous.